Alors, en fait, philosophiquement, je suis très proche de Pierre, comme de toute ma génération. On va voir ensemble une attitude un tout petit peu différente de celle de Pierre sur pratiquement le même cas. C'est une déchirure géante de 7 heures à 2 heures, donc 200 degrés, avec une inversion rétinienne, mais sur un œil unique d'un jeune homme de 26 ans. Et donc, j'ai fait des choix thérapeutiques pour lui, réfléchi, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu enlever le cristallin. Donc d'abord, je suis assez d'accord avec Pierre sur l'idée de le rendre pseudophaque. Et là, dans ce cas-là, j'ai fait le choix inverse, parce que j'avais un clapet périphérique de la déchirure, donc une déchirure assez postérieure. En fait, c'est un œil pathologique qui devait faire 26 ou 28. Et donc j'avais d'abord une déchirure géante qui est assez postérieure. J'ai décidé donc de ne pas enlever le cristallin d'emblée. J'ai, comme l'a dit Pierre, appliqué ma vitrectomie à être la plus parfaite sur le clapet antérieur. Alors moi, je ne mange pas le clapet antérieur, mais après, chacun fait comme il veut. Sauf si j'y suis obligé, mais tant que je peux faire un peeling des adhérences vitréennes antérieures et que je le trouve de bonne qualité, je laisse le clapet antérieur. Donc vous voyez ici la vitrectomie du clapet antérieur, puis la cryothérapie des cornes de la déchirure. Donc vous voyez que sans s'être concerté, on est très proche avec Pierre. La seule différence, c'est que la pratique des déchirures géantes, j'avais toujours peur d'abord, après avoir fait un énorme travail, de voir les perfluorocarbone passer derrière la rétine, puis lors de l'échange, de voir glisser le volet, parce que ça m'est arrivé quelquefois sur des grandes déchirures géantes. Il y a un petit slipage du volet postérieur. Et donc, depuis des années, j'utilise le Danciron, qui est un liquide méconnu et qui impose certaines choses. D'abord, l'échange doit être de la papille vers la périphérie. Le drainage se fait par la porte d'infusion, donc c'est un échange silicone-eau. Et vous voyez la rétine se réappliquer sous Danciron. Alors pour moi, la qualité de ce Danciron, c'est quand on a fait une longue chirurgie sur laquelle on s'est appliqué, au lieu de tout gâcher par un échange perflu-silicone souvent compliqué dans ces cas-là, eh bien je mets en place le Danciron. Et vous voyez que sous Danciron, la rétine est parfaitement réappliquée. Là, vous voyez l'endo laser en opératoire. Alors j'ai vu que Pierre avait fait son laser avant la mise en place des perflux. L'avantage du Danciron, c'est qu'on peut faire un remplissage à 100%, on est passé vite sur la fin de l'échange. Et voilà donc le laser transpupillaire que je fais 8 jours après, donc j'ai complété mon laser opératoire. Donc la séquence, si vous voulez, avec le Danciron, c'est échange à 100%. Vous voyez qu'ici, la déchirure était supérieure, puisqu'elle allait jusqu'à 2 heures. Ça n'a pas gêné du tout la guérison, puisque là, on est 8 jours après, la rétine est parfaitement à plat. Et après, pour moi, le Danciron doit être impérativement enlevé dans les 15 jours. Donc en fait, quand je mets du Danciron, je préviens le malade en préopératoire que je vais mettre en place un liquide qui sera enlevé dans les 15 jours qui suivent l'intervention. Et je pense que dans le cas de Pierre, par exemple, l'apparition d'un décollement supérieur, et puis au fait que si vous le laissez, vous êtes pratiquement obligé d'avoir un décollement supérieur par le poids moléculaire du Danciron qui est de 1,02, donc qui est un petit peu plus lourd que le silicone standard. Merci de votre attention. Alors en fait, ça dépend des décollements. D'abord, je suis lié au Danciron parce que je suis hostile au silicone, puisque pour moi, la mise en place du silicone, enfin je parle personnellement, c'est un échec. En fait, c'est quand je suis en échec que j'accepte de mettre du silicone. Donc c'est un tamponnement de secours. Donc du coup, j'ai cherché des alternatives. Mais par exemple, dans les décollements très compliqués, je peux être amené à faire un échange Danciron-silicone, ce qui m'est de temps en temps arrivé, dans des grosses PVR inférieures par exemple. Et en fait, je vois que je ne vais pas m'en sortir, donc je fais un échange, je me dis, bon, je temporise, et je fais un échange Danciron-silicone ou Danciron, et souvent, il m'arrive de faire, par exemple, une ablation de Danciron, et avec des petites lésions supérieures, de faire dans le même temps cryo-gaz ou cryo-alentation pour les lésions supérieures. Et voilà, donc en fait, le Danciron, je m'en sers comme tamponnement temporaire.
Avec quoi tu l'injectes exactement? Parce que là, il faut vraiment être dans la rétine. Avec la 3G et la canule bleue. La canule pour injecter l'ILM Blue en 23 gauche, j'injecte mon densiron sur la papille. Et en fait, c'est très facile parce que tu enlèves ton infusion et tu as un drainage, si tu veux, tu as un échange à 100% qui se fait par un drainage doux de ton liquide endoculaire, enfin de l'eau, de la cavité vitréenne. Donc c'est juste parfait. C'est très facile à utiliser. Il faut prendre cette canule, si tu veux la mettre sur la papille, garder une bulle unique qui grossit, et donc ça te réapplique tes bords de déchirante géante, et c'est fini. Pourquoi t'enlèves pas ton clapet antérieur? Oui, je déconnecte mon infusion pour drainer l'eau. Donc, comment? Pourquoi t'enlèves pas le clapet antérieur de la déchirure? Pour diminuer la surface d'épithélium pigmentaire exposé. Mais en fait, j'ai pas de religion. Je pense que Pierre a raison d'enlever les clapets. Moi, je le fais le moins possible. Probablement parce que on parlait de... Pour notre génération, le silicone, c'est un échec. Et alors, les rétinectomies, on a passé notre vie à respecter la rétine. Donc, pour moi, la rétinectomie, j'en fais. Hein, mais c'est une abomination. C'est-à-dire, je suis contraint de le faire parce que je suis vraiment en échec. Donc manger la rétine n'est pas un geste facile pour moi. Par exemple, hier, j'ai vu que certains mangeaient le clapet de la déchirure. Moi, je m'embête à le fixer avec la cryo. C'est comme ça que je suis arrivé à faire de la vitrectomie cryogaz. C'est que je le fixe avec la cryo et je fais un peeling des adhérences antérieures de la déchirure, en particulier sur les corps, au vitréotome. Mais je ne mange jamais mon clapet de déchirure. Du coup, tu fais une rétinoplexie du clapet antérieur aussi. Oui, c'est-à-dire quand je fais ma vitrectomie cryogaz, je gèle ma déchirure. Et en fait, je prends mon vitréotome et je peins mes adhérences antérieures. Et donc, j'ai une déchirure qui est libre de toute adhérence vitréenne. Donc, je ne mange pas le clapet. Mais j'ai pas raison. Tu vois, c'est parce qu'on évolue comme ça. Dans le cas de la déchirure géante, tu fais une rétinoplexie du clapet antérieur? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Sur une déchirure géante supérieure, le densiron sur le... Et oui, parce que tu n'as pas de PVR. Un remplissage complet, 100%. Tu as un remplissage de 100%, et en fait, la première nuit, je laisse le malade sur le dos. Et en fait, les pompes sont réamorcées le lendemain. Et dans les déchirures géantes supérieures, j'ai jamais eu d'échec avec le densiron. Parce qu'on parle de déchirure géante sans PVR, en fait. Parce que ce matin, Non, mais je trouve que c'est bien parce que ça évite effectivement le risque de ces échanges qui, en théorie, en pratique, ça se passe assez bien, mais on va avoir des résidus de perfluorocarbone, des gags à l'échange. Donc, si toi, tu shuntes une étape de cette chirurgie, c'est encore mieux. Plus on simplifie, mieux c'est. Et 15 jours te paraît suffisant dans la... Oui. Je laisse jamais plus que 15 jours. Enfin, je peux pousser à 3 semaines, mais si tu veux, au-delà de 3 semaines, c'est une mauvaise utilisation du densiron. C'est-à-dire qu'il crée un décollement supérieur, il commence à s'émulsifier, donc c'est vraiment un tamponnement temporaire. Voilà. Et les gens qui ont essayé des tamponnements temporaires par des perfluorocarbone, vous avez l'expérience? Alors, moi, je l'ai fait il y a très longtemps, parce que tu as parlé d'André, c'est moi qui avais introduit les perflus en France, à l'époque d'Opsia, donc toi, c'est très mieux. Et on avait fait ça, en fait, sur les rétinographies, tu as des écrasements cellulaires, et tu as des acuités, puisque j'ai des gens qui le font, je sais, en fait, ils n'ont plus d'acuité visuelle. Si tu laisses du perflu 3-4 jours, tu l'enlèves, ton malade, il a un dixième. Et tu vois très bien, d'ailleurs, hein, quand tu fais des rétinographies, ta rétine, tu as une ischémie choroïdienne majeure à l'endroit où tu as laissé le perflu. Parce que le densiron, ça fait 1,02. Le perflu, ça fait 1,17, je crois, hein, c'est-à-dire 1,20. Donc il écrase tes cellules visuelles de façon violente. Quoi. Dans ton expérience, je suppose qu'avant le densiron, tu faisais vitrectomie, enfin le truc qu'on a décrit là, tu mettais du perflu, oui. Tu faisais un échange direct avec du silicone. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu à changer ce truc-là? Parce que bon, globalement, on n'a pas énormément des déchirures géantes, ça marche plutôt pas mal. Qu'est-ce qui t'a convaincu à changer cette technique de l'échange direct perflu-silicone versus... Si tu veux, la perception, et d'ailleurs ça s'est très bien vu sur le film de Pierre, on s'applique à faire une chirurgie parfaite. J'avais des diapos, mais que on a enlevé sur la vision endoscopique, parce que j'ai fait des échanges de densiron et de silicone sous contrôle endoscopique.
la chirurgie de Pierre, tu vois tout le film, donc il s'est appliqué, il a fait une chirurgie parfaite. Et pour moi, à la fin, alors ça c'était mon sentiment personnel, badaboum. C'est-à-dire que tu as fini, c'est juste parfait. Et là, tu commences à... Alors, je t'ai dit que j'étais pas un grand fervent admirateur du silicone. Et après, c'est la merde. Tu mets du perflu, tu te demandes si ça va s'émulsifier, tu n'as pas forcément des conditions optiques maximum, parce que le perflu, moi quand même, je reprends beaucoup de décollements de rétine, j'en retrouve très souvent. Donc si tu veux, je sais que les gens pensent l'avoir enlevé, mais ils l'ont pas enlevé. Donc, et après, je me disais, tu n'as pas fait d'hyaloïdectomie postérieure dans la plupart des cas, donc tu as des micro-émulsifications de gouttelettes dans le cortex vitréen qui reste adhérent à ta rétine. Tu fais ton échange, tu te retrouves avec un slipage, donc tu as un petit pli, parce que quand tu regardes en endoscopie, ta rétine, elle glisse toujours un petit peu quand tu fais ton échange avec ton silicone, puisque tu fais un échange antéro-postérieur. Entre le silicone et le perflu. Oui. Sans passer. Donc moi je fais, tu sais, beaucoup de mécanique, hein, donc je suis un chirurgien, mais qui fait beaucoup de bricolage entre mon bateau, mes motos, tout ça. Donc si tu as l'idée d'une perfusion postéro-antérieure, donc bottom to top, ça m'a paru le geste mécanique logique avec une déchirure géante, avec une inversion rétinienne, c'est-à-dire que tu repousses ta rétine en la replaquant, et c'est pour ça que c'est dommage, je lisais les images d'endoscopie, là je pourrais te les montrer après, c'est que tu vois bien ta rétine, si tu veux se replaquer, s'étaler, et tu vois à un moment d'ailleurs sur ma vidéo, le blanc, enfin l'œdème de la cryo. C'est-à-dire que vraiment tu as un plaquage péropératoire très parfait, si tu veux. Et donc, le geste m'a convaincu parce qu'il est logique mécaniquement. Ce qui n'est pas logique, c'est d'avoir une déchirure géante, et d'un moment, tu as forcément ton moment où le silicone repousse ta décaline, et là tu arrives au moment sur les lèvres de la déchirure, et c'est Inch'Allah, c'est-à-dire il se passe ce qui se passe, quoi. Donc c'est mon obsession du contrôle peut-être qui m'a poussé à l'aversion.